vous êtes devant LCI Direct. C'est un coup terrible pour les Européens face à la menace russe. Les Américains viennent d'acter un désengagement progressif. Les États-Unis veulent que l'Europe prenne d'ici 2 ans la majeure partie des capacités de défense conventionnelles de l'OTAN. C'est ce qu'ont fait savoir des responsables du Pentagone à des diplomates européens, selon Reuters. Une information qui s'inscrit totalement dans la nouvelle stratégie de défense nationale actée aujourd'hui par Donald Trump. Les Américains veulent se concentrer sur la restauration de la suprématie américaine et non sur la défense de l'Europe. Pourtant, ce matin encore, Emmanuel Macron voulait croire que les Européens pouvaient encore compter sur leur allié américain. Je pense qu'il ne faut pas céder à quelque agitation ou autre. Il y a un camp de la paix. Ce camp de la paix, c'est l'Ukraine, les Européens, les Américains, tous les alliés qui sont dans la coalition des volontaires. Et il ne faut surtout céder à aucun esprit de division entre Européens et entre Américains. Nous avons besoin des États-Unis d'Amérique pour avoir la paix. Les États-Unis d'Amérique ont besoin de nous pour que cette paix soit robuste et durable. Et donc, il n'y a pas de schéma dans lequel la paix durable en Ukraine se fait sans un travail conjoint des Européens, des Américains, des Canadiens, des Australiens, des Japonais, tous ceux qui sont autour de cette table et qui sont dans cette coalition des volontaires. Et pourtant, la revue qui a été présentée, qui a été signée aujourd'hui par Donald Trump, dit le contraire. Si l'on résume, si je puis dire, le contenu de cette revue stratégique, les Américains disent aux Européens: il va falloir commencer à vous débrouiller sans nous. Nous ont rejoint dans ce débat le général François Chauvency, consultant géopolitique pour LCI, Magali Barthès, notre spécialiste des questions étrangères sur LCI, Bertrand Galichet, bonjour, grand reporter et spécialiste des relations internationales. Comment vous interprétez ce qui se passe? Est-ce que c'est une page qui se tourne dans l'histoire de l'OTAN? Les Américains actent un désengagement progressif et disent aux Européens, il va falloir faire sans nous. Je ne dirais pas que c'est une page qui se tourne, je pense que c'est une accélération de l'histoire et c'est une accélération de l'agenda qui a été présenté il y a déjà des années, même lors de son premier mandat par Donald Trump, et qui aujourd'hui, effectivement, connaît une croissance exponentielle, c'est-à-dire qu'on met les Européens au pied du mur, devant leurs responsabilités, et surtout, on leur fixe maintenant une deadline, ce qui n'était pas vraiment très clair jusqu'à présent. Et là, visiblement, il y a maintenant une échéance que les Européens vont devoir respecter en augmentant leurs dépenses militaires et surtout en s'impliquant directement dans le commandement opérationnel des forces conventionnelles. Et ça, je pense que c'est le sujet le plus important parce que pour ce qui est des dépenses militaires, déjà, l'idée était passée dans les opinions publiques et chez les gouvernants. Et maintenant, il va falloir, je dirais, mettre les mains dans le cambouis et arriver à se débrouiller tout seul pour gérer cette énorme machine que sera une défense européenne face à une Russie de plus en plus agressive. Magali. C'est le scénario que les Européens redoutent, ce désengagement de l'OTAN qu'on sentait palpable déjà dans les déclarations de Donald Trump, notamment pendant la campagne électorale. Cette idée que la défense de l'Europe, elle doit être assurée par les Européens et que les Américains ont mieux à faire en Amérique latine, en Asie. Et c'est vrai que les Européens, membres de l'OTAN, se demandaient comment ça allait pouvoir se mettre en place. Et cette idée, aujourd'hui, semble en fait se concrétiser avec cette réunion qui a eu lieu cette semaine entre des responsables du Pentagone, qui sont en charge justement des dossiers Alliance Atlantique, et des délégations européennes. Et c'est au cours de cette réunion, manifestement, qu'on leur a dit qu'on allait accélérer le calendrier. Est-ce que ça reflète vraiment la position officielle? Est-ce que ce sont des débats internes qui sont en train de monter? Parce qu'on sait que, par exemple, il y a des élus républicains au Capitole qui ne sont pas du tout sur cette ligne et qui pensent que les États-Unis doivent rester très forts au sein de l'OTAN, qu'il ne faut pas aller vers un désengagement. En même temps, vous parliez de ce document qu'a publié aujourd'hui la Maison-Blanche. Voilà, signé par Donald Trump. Qui s'appelle la stratégie de sécurité nationale. Alors, c'est un document que publient les administrations américaines à peu près à ce moment-là de leur mandat pour donner les grandes lignes de la défense. Et c'est vrai que quand on le regarde dans le détail, c'est extrêmement intéressant sur la vision
du monde de Donald Trump, où en effet, il parle de l'Europe qui serait dans un effacement civilisationnel, si je reprends mes notes, et avec un Donald Trump qui dit il faut en finir avec l'époque où les États-Unis soutiennent l'ordre mondial tout entier. Donc c'est vrai que ces annonces sur l'OTAN, enfin ces annonces qui auraient eu lieu pendant cette réunion, vont dans ce sens-là, vont dans le sens d'un désengagement américain de l'OTAN, parce que évidemment les Américains, et on le dit très souvent sur ces plateaux, ont dans le viseur cette menace chinoise, cette menace asiatique, qui est à leurs yeux une menace plus préoccupante. Et quand on regarde, évidemment, ces derniers temps, dans les négociations entre l'Ukraine, la Russie, les États-Unis, le rapprochement qui se fait aujourd'hui entre l'administration Trump et la Russie, où on voit quand même une volonté de rapprocher les positions, on se rend compte que oui, l'Europe peut être extrêmement inquiète. Quand on entend Emmanuel Macron dire « nous avons besoin des États-Unis », certes, mais les États-Unis ont-ils vraiment encore envie de rester engagés sur le continent européen ? Général Chauvency, qu'est-ce que vous comprenez quand on dit prendre en charge d'ici 2027, c'est-à-dire d'ici moins de 2 ans, la majorité des capacités de défense conventionnelles de l'OTAN ? Alors, bon, d'abord, il faut quand même bien se préciser. Moi, je suis un peu surpris de ce que dit le président Macron en disant qu'il faut que les Américains restent à notre contact et contribuent à la défense de l'Europe. Il faut savoir ce que l'on veut. Quand on parle d'Europe de la défense depuis des mois, sinon des années, non, les Américains, il faut qu'ils restent. Alors, il y a un moment, il faut rester cohérent. On a une chance unique. Donald Trump nous dit, débrouillez-vous. Alors maintenant, ce qu'on en est capable, c'est un autre sujet. Néanmoins, depuis tant qu'il nous le dit, ou que ses prédécesseurs nous le disent, parce qu'il n'y a pas que Trump, c'est une vision, une ligne permanente de l'administration américaine, quel que soit le parti, qu'il soit démocrate ou républicain, depuis Obama en quelque sorte, en rappelant justement que depuis 2008, la Chine est la menace. Et quand on reprend la revue stratégique, c'est écrit en toutes lettres. C'est vraiment la menace. Par contre, quand on lit aussi ce document, on a l'impression que oui, l'Europe, avec ce qu'on vient de dire, est mise à l'index. En gros, débrouillez-vous. Débrouille-toi. En fait, quand on lit le texte, il est beaucoup plus accommodant, à mon avis, que ce que l'on peut croire. Il dit en gros, on va vous aider. On ne va pas vous laisser tomber. C'est pas il n'est pas dit qu'on vous laisse tomber. Il dit simplement, assurez vos responsabilités, mais on sera toujours prêt à vous donner un coup de main pour y arriver. En gros, acheter des armes. Bon, américaines. Américaines, oui, c'est ça. Ah oui. Et puis quand même, quand on reprend tout ce RNS, on s'aperçoit que partout, c'est d'abord l'Amérique. First. C'est aussi la défense de l'économie. C'est vraiment un ouvrage de stratégie. C'est l'économie américaine, c'est éviter la vulnérabilité économique, c'est protéger le travailleur américain, faire revenir la rentabilité aux États-Unis. Donc, il ne faut pas s'arc-bouter que sur l'aspect défense de l'Europe, Europe et américain et États-Unis, mais aussi sur toute la stratégie qu'il y a derrière. Avec Trump, qui effectivement, ce document présente tout l'éventail d'une vraie stratégie. C'est-à-dire demain, l'Amérique devra être forte. Alors maintenant, on peut parler sur différents sujets. On parle du commandement opérationnel. On a 2 grands commandements dans l'OTAN. On a le commandement de la doctrine, en quelque sorte, qui est à Norfolk, avec un Français, depuis le début. Depuis qu'on a rejoint la structure intégrée. Et on a surtout le chef opérationnel à Bruxelles, à Mons exactement, qui est un général américain. Donc la question... Est-ce que les Américains seraient prêts à laisser partir ce poste à un État européen, un Allemand, un Français, un Britannique, et de dire je veux bien laisser quelques forces peut-être américaines dans cet ensemble pour des raisons X ou Y, mais est-ce que je vais accepter que ce général non américain puisse éventuellement engager des forces américaines ? Ce que je ne crois pas. Ils ne pourront jamais tolérer qu'un état-major européen puisse donner des ordres à des soldats américains. Donc on est bien dans le désengagement qui va arriver, en disant on veut vous changer sans doute la tête opérationnelle, mais le jour où la tête opérationnelle sera changée, vous n'aurez pas d'ordre à donner aux soldats américains. Il y a un commandement américain en Europe, à Stuttgart, de toute façon. Il existe, c'est le même... qui est à l'OTAN, c'est le même. Voilà. Donc on est dans ces situations-là. Ensuite, on est dans une situation où il va falloir... Alors, il faut savoir que les Américains, finalement, n'ont pas grand-chose dans l'OTAN. Parce qu'il n'y a pas de force militaire en tant que telle. Quand on parle des 60 000 Américains qui sont... Il n'y en a que 60 000, je rappelle, sur 1,4 million de soldats en Europe. Donc, ils sont partis négligeables. En revanche, il y a un certain nombre d'avions, oui, et puis Ramstein, dont on a beaucoup parlé, grande base aérienne, et puis sans doute, c'est le renseignement
le renseignement américain, qui donne une dimension énorme à l'OTAN. Je pense que sans renseignement américain, et c'est là peut-être notre faiblesse, et peut-être là où on va nous tenir un peu à la gorge, si vous êtes passage, comme les États-Unis ont fait avec l'Ukraine, si vous êtes passage, le renseignement, le robinet, je vous le coupe. Alors maintenant, en 2 ans, on n'aura pas des capacités de renseignement que les Américains ont aujourd'hui. Oui, c'est ce qu'on craint. On poursuit ce débat en faisant un détour par les États-Unis, parce que c'est là où tout se passe. Retrouvez notre correspondante à la Maison-Blanche, Sonia Dridi. Bonjour Sonia, vous êtes dans la briefing room de la Maison-Blanche. On savait que les Américains voulaient se désengager depuis un petit moment, mais on a le sentiment, Sonia, que cette fois, Trump accélère. Oui, c'est une annonce qui a surpris même dans les couloirs du Capitole et même au sein du Parti républicain. En fait, cette semaine, des officiels du Pentagone ont rencontré donc des délégations européennes. Ils ont fait passer un message très clair. Les États-Unis veulent que l'Europe prenne en charge d'ici 2027 la majorité des capacités de défense conventionnelles de l'OTAN. Et lors de cette réunion, les responsables américains du Pentagone ont fait savoir aux Européens qui n'étaient pas satisfaits des progrès réalisés par l'Europe pour renforcer ses capacités de défense, notamment depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Et ils ont dit aux Européens que s'ils ne respectaient pas cette échéance de 2027, les États-Unis pourraient cesser de participer à certains mécanismes de coordination de défense de l'OTAN. Donc le message est très clair et la façon de procéder, lorsque certains élus l'ont appris, ils n'étaient pas satisfaits parce qu'il y a vraiment une division au sein de l'administration américaine, mais aussi au sein du Parti républicain sur cet engagement des États-Unis dans l'OTAN. Donald Trump, ces derniers temps, n'a cessé de se vanter d'avoir réussi à faire en sorte que les pays européens aient augmenté leurs dépenses de défense, mais on voit que le président et certains officiels de son administration sont toujours très frustrés et aimeraient que les Européens en fassent plus. Merci beaucoup Sonia Dridi, en direct de Washington, notre correspondante à la Maison-Blanche. Bertrand Galichet, au-delà de cette réalité, et c'est l'histoire qui se met en marche, on a compris que les Américains veulent se concentrer sur eux, sur leur souveraineté, et ne plus être le cœur de la défense de l'Europe. Mais est-ce qu'il n'y a pas un gros coup de pression pour dire achetez nos armes, parce qu'il est hors de question que nous, on dépense pour vous défendre? Bien sûr, d'ailleurs, Trump ne s'en est pas caché et depuis les premières réunions de l'OTAN auxquelles il a participé, je rappelais tout à l'heure son premier mandat, et là ça continue depuis qu'il est de retour à la Maison-Blanche, il ne cesse de dire aux Européens, premièrement, prenez-vous en main. Deuxièmement, achetez des armes américaines. Et les deux vont ensemble. D'ailleurs, si vous voulez que nous continuions à vous fournir tout ce qui vous manque, il va falloir passer par les commandes aux industriels américains. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant dans tout ce qui vient d'être dit et ce à quoi on peut ajouter à ce débat, c'est peut-être l'idée que finalement, de la part des Américains, il y a un plan global. Et en Europe, lorsqu'on parle défense, lorsqu'on parle finalement réarmement, on s'intéresse à des questions purement militaires. Chez les Américains, ce sont des questions qui sont liées à la croissance. Et moi, ça me rappelle une chose, vous savez, c'est le rapport Draghi qui a été publié il y a un peu plus d'1 an et qui finalement n'a pas été tellement pris en compte par la Commission européenne. Et malheureusement, c'est vraiment un sujet central, c'est-à-dire que si on a de la croissance, on a les moyens de développer une industrie d'armement. Et aujourd'hui, on s'aperçoit finalement que tout ce qui nous manque, non seulement c'est parce qu'il y a eu du retard dans un certain nombre de domaines, mais aussi parce qu'on n'a pas planifié le financement de tous ces moyens qui sont absents. Et puis une dernière chose peut-être sur la question du renseignement qui a été évoquée à l'instant par le général. Les satellites européens, les satellites des armées européennes, aujourd'hui, effectivement, n'ont pas les capacités des satellites américains. On se demande un peu pourquoi, d'ailleurs, puisqu'il y a au niveau des institutions européennes des plans qu'on nous annonce depuis des années pour créer un réseau de satellites très performants, alors qu'ils sont, c'est vrai, destinés beaucoup aux civils. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui d'être autonome en matière de renseignement satellitaire ? Ça, c'est quand même quelque chose qui paraît
assez étrange, surtout compte tenu de la montée des menaces extérieures, notamment depuis 2022, mais c'était déjà dans les tuyaux bien avant. Nous sommes en direct avec Dominique Simonet, journaliste, grand spécialiste des États-Unis. Merci beaucoup d'être avec nous dans LCI Direct. Comment vous interprétez cette décision qui a encore besoin d'être confirmée, mais on a bien compris ce que voulait Donald Trump concernant un désengagement progressif de l'OTAN d'ici 2 ans? Écoutez, c'est pas très surprenant. On sait bien en fait quelle est la position de fond de Donald Trump. D'abord, on parle de plan Trump, de plan de paix Trump. Pour moi, il n'y a jamais eu de plan Trump. Il y a un plan Poutine parce que ça reprend exactement les conditions du Kremlin. Et c'est pas un plan de paix, c'est un plan de capitulation de l'Ukraine. Donc, depuis un certain nombre de semaines, voire de mois, on sait très bien que Trump, malgré toutes ces atermoiements, un peu ces mascarades de sommets à n'en plus finir, on sait que Trump ne change pas de vision. Trump, il a une vision en fait assez simple et assez traditionnelle de la géopolitique. Pour lui, c'est un peu la doctrine Monroe, on en a parlé à plusieurs reprises, de 1823, c'est-à-dire que les Américains, les États-Unis sont souverains sur leur continent et l'Europe reste bien à sa place, à elle de se débrouiller avec ces conflits intérieurs. Et pour le reste du monde, les Américains défendent leurs intérêts et font la paix s'il le faut par la force. C'est une vision assez simpliste que je développe et je caricature, mais c'est un peu cela. Et en fait, il n'a jamais varié, Trump. Il a varié dans la forme, en changeant, en faisant des revirements, etc. Mais dans le fond, c'est toujours la même chose. Donc il est en fait en adéquation parfaite avec Vladimir Poutine. Alors les Européens sont très embêtés par rapport à ça, parce que pendant un moment, d'abord, on s'est bercé d'illusions, il faut bien le dire. Puis ensuite, on a un peu compris que Trump, quand même, était très très proche de Poutine et s'éloignait beaucoup de l'alliance atlantique traditionnelle, celle du monde libre. Et maintenant, on se rend compte qu'il s'en éloigne vraiment et qu'il n'a pas changé. Simplement, la position européenne des Européens, d'une manière générale, d'abord, elle n'est pas unanime. Puis ensuite, il faut amadouer Trump, parce que, comme on l'a très bien expliqué, il y a quand même un certain nombre de moyens américains qui sont absolument nécessaires, en tout cas pour l'instant, pour la survie et pour la résistance de l'Ukraine, à commencer par le renseignement, vous venez de le dire. Donc, essayer de ramener Trump dans le camp des démocraties, tout en restant ferme sur une non-capitulation de l'Ukraine, c'est une position extrêmement difficile. On est sur un fil là. Alors, en fait, l'Europe, elle se voit confrontée à son propre visage. Il faut elle ne peut plus compter que sur ses propres forces. Elle n'a pas les moyens actuellement de réagir. Donc il faut faire traîner cette alliance avec Trump. À mon avis, sans vraiment lui faire trop confiance. On ne fait pas confiance à Poutine. Je pense qu'il ne faut pas faire confiance à Trump. On voit simplement qu'il y a un petit espoir. D'abord, il y a une détermination des Européens, encore qu'on voit la Belgique et un certain nombre de pays quand même qui sont très réticents, notamment sur la question des avoirs. Mais un autre espoir, c'est celui des Républicains, dont Sonia Didri a dit un mot tout à l'heure. Et c'est vrai que la position de Trump heurte quand même assez violemment les convictions d'un certain nombre de républicains, notamment proches du Pentagone. Vous avez devancé la question que j'allais vous poser. Parce que est-ce que ces républicains vont laisser faire Donald Trump, ceux qui sont les faucons, qui sont les plus va-t-en-guerre, et même ceux sans être va-t-en-guerre, qui considèrent que la mission des États-Unis, c'est aussi de protéger l'Europe, d'être le gendarme du monde et de jouer un rôle de premier plan au sein de l'OTAN? C'est toute la question, mais effectivement, vous venez de le dire très justement. En fait, il y a deux visions. Il y a la vision de Trump que je viens d'exposer, c'est une vision impériale, d'empire. Nous, on est l'empire américain, on se soucie pas des autres, sauf s'ils nous embêtent, et puis on fait du commerce. C'est une vision des MAGA et celle de Trump et d'une partie, en tout cas, de la position de la Maison Blanche, même si elle n'est pas explicitée de cette manière-là, bien sûr. Et il y a la vision plus traditionnaliste que
en plus, les Américains ont quand même l'histoire de la guerre froide. Ils restent toujours avec cette histoire-là, et elle est plus ancrée chez les républicains traditionnels qui commencent à rouiller un peu dans les brancards et qui effectivement maintenant essayent d'infléchir la position de Trump. L'enjeu se trouve effectivement sans doute là, mais bien malin qui peut dire quel va être le résultat de ce rapport de force au sein du Parti républicain. On voit en tout cas que ça commence à tanguer effectivement dans le camp républicain. Dominique Simonet, vous restez avec nous. Je voudrais vous faire réagir à ce que disait déjà fin novembre Matthew Whitaker. C'est l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'OTAN qui disait « J'attends avec impatience le jour où l'Allemagne viendra aux États-Unis et dira « Nous sommes prêts à assumer le commandement suprême des forces alliées. Je pense que nous sommes encore loin, mais j'attends ces discussions avec intérêt. » Eh bien, peut-être que nous en sommes déjà là, finalement. Et qui pourrait prendre le lead ? Là, il risque d'y avoir une bagarre métaphorique, hein, c'est une métaphore, hein, entre l'Allemagne et la France. Oui, ça sera pas simple parce qu'évidemment, il y aura des rivalités qui exploseront au grand jour. Mais déjà, le défi pour l'Europe, c'est cette accélération du calendrier. Moi, ce qui me frappe, c'est que d'après le Pentagone, il y aurait cette date de 2027. Les Européens, eux, se sont fixés quand même la date de 2030. C'était le livre blanc sur la défense de la Commission européenne disant bon, il faut se tenir prêt quand même à avoir une industrie de l'armement fin prête pour 2030 face aux menaces qui guettent le continent. Et on voit déjà que 2030, tout ça est extrêmement compliqué. On voit bien que notre industrie de l'armement, c'est difficile. Il y a encore énormément de domaines dans lesquels on n'arrive pas, la production ne suit pas. Donc c'est vrai que quand les Américains nous mettent cet ultimatum, cette date de 2027, on voit assez mal comment on se mettrait en ordre de bataille pour 2027. Donc là, quand même, ils appuient là où ça fait mal. Et c'est vrai que c'est certainement un coup de pression pour pousser aussi les Européens à se retourner vers les États-Unis. Le calcul de Donald Trump, gagnant pour lui, c'est de transformer l'OTAN en une centrale d'achat d'armes pour l'Europe, en disant, vous voyez bien que vous n'êtes pas capable de le faire, vous, sur le continent européen, allez le faire, venez chez nous, nous vous donnerons les moyens de monter au-delà des 2% de PIB. Vous savez que c'était l'objectif que nous avait fixé Trump au départ. Maintenant, on n'est plus à 2%. C'est 5% qu'il réclame de la part des États de l'OTAN pour assurer leur défense. On est déjà à 2%, juste sur une majorité d'États européens, mais pas du tout sur la totalité. Donc on voit très bien à quel point, avec les problèmes budgétaires en plus que l'on a en ce moment, il est très très compliqué de se mettre en ordre de bataille, déjà pour 2030, alors pour 2027, encore moins. C'est vrai que ça nous met dans une position, avant de nous demander qui pourrait prendre la relève, ça nous met déjà dans une position extrêmement délicate. Après, oui, qui pourrait prendre la suite, ça c'est une vraie question. Les Allemands ne sont pas aujourd'hui enfin, eux aussi ont ces problèmes. On voit bien à quel point l'armée allemande peine à recruter, l'industrie allemande aussi a du mal à se mettre en ordre de marche. C'est un véritable défi pour la sécurité des Européens. Bien sûr, hein, et sur la rivalité, hein, c'est même pas annoncé, hein, qui existe déjà entre Paris et Berlin. Écoutez l'analyse du général Yakovlev sur LCI. Notre problème en Europe, c'est que tout le monde est d'accord pour le leadership américain, parce que comme ils sont beaucoup plus puissants, ils mettent tout le monde d'accord. Et si c'est plus les Américains, bon, moi j'aurais tendance à dire, Sacker, le commandant suprême, ça sera un Français, parce que c'est nous qui avons la plus grosse armée avec le plus de capacité et qui avons continué à investir quand tout le monde était en vacances. Donc on a une certaine... voilà. Les Allemands diront, non, c'est nous la plus grande armée. Donc on dira, quand vous serez la plus grande armée, on vous cédera le poste, vous voyez. Mais les Allemands ne veulent pas être bossés, comme ils disent, par les Français. À l'OTAN, j'avais un camarade allemand qui me disait « On n'en veut pas de ton modèle napoléonien ».
C'est déjà dit. Hein. Et on peut rajouter, Général Chauvency, que sur le front de la bataille des airs, le futur avion de combat européen, le SCAF, avion de chasse qui est censé succéder au Rafale et qui est un produit franco-allemand, enfin européen, est pour l'instant mis en pause à cause des rivalités entre Dassault et Airbus, à cause des rivalités entre Français et Allemands. Donc on voit bien que s'il faut prendre le commandement de l'OTAN, ça va être très compliqué. Alors d'abord, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Yakovlev. C'est exactement ça. Les Américains mettaient tout le monde d'accord. Il n'y avait pas de rivalité au niveau européen. Les Américains sont là, on les suit. Maintenant, effectivement, qui va prendre le lead on ne sait pas gagner. Parce qu'effectivement, vous avez oublié les Britanniques. Qui n'ont encore pas beaucoup, mais ils sont toujours en veille. Ils sont toujours un poste important au sein de l'OTAN, ne l'oublions pas. Voilà. Donc on a cette situation-là, je dirais qu'elle est plus politique que militaire, d'abord pour commencer. Et donc ça va être une lutte politique. Les militaires, entre eux, se débrouillent toujours. Mais c'est les politiques qui vont dire, moi je veux ça et pas ça. Bon. Maintenant, le problème de l'industrie d'armement, d'abord il faudrait que quand on fasse des commandes, on apporte l'argent avec. Toutes nos industries aujourd'hui sont des industries privées. Et si vous n'apportez pas de l'argent pour développer cette industrie, les commandes ne se feront pas. Et c'est un peu ce qu'on a comme problème en France. Ce qui n'est pas forcément le cas en Allemagne. Parce que l'Allemagne, l'industrie allemande d'armement est extrêmement puissante. Et c'est plutôt d'ailleurs l'armée qui serait au service de l'industrie allemande. Alors que chez nous, bon, pas vraiment. Il y a des collaborations, forcément on travaille ensemble. Mais l'industrie allemande est d'ailleurs un acteur d'influence important sur les choix. Donc le problème du SCAF, je ne suis pas un expert aéronautique, mais néanmoins, on voit bien que c'est une volonté de... Moi, je défends Dassault. Je dis simplement Dassault a été capable seul de développer des avions performants depuis des dizaines d'années. Et on voit bien que quand on commence à faire une collaboration avec une autre entreprise, ça veut dire aussi partage des secrets industriels. Et ça, Dassault ne veut pas laisser ce dans quoi il a investi depuis des dizaines d'années alors que personne ne voulait l'écouter. Alors effectivement, je crois avoir lu d'ailleurs hier ou avant-hier que du coup Airbus, qui est quand même aussi de l'autre côté, va essayer de développer un avion finalement avec les autres, ceux qui ne sont pas avec le Rafale. Donc on va avoir encore 2 à 3, 4 avions au niveau de l'Europe, parce que n'oublions pas qu'il y a aussi l'avion suédois Gripen. Je pense pas que j'en oublie. Je crois que c'est ça, c'est les trois gros avions, 3 grands projets. De toute façon, c'est pour 2040. Alors je vous dis pas ce qui peut se passer d'ici 2040. Nous sommes qu'en 2025. Donc d'ici 15 ans, je pense que le monde aura profondément changé. Peut-être que d'ailleurs tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui, c'est complètement faux. Que peut-être que dans le niveau industrie d'armement, tout aurait évolué par la force des choses. Parce que s'il faut se mettre en ordre de bataille pour 2027, il va falloir s'y mettre. Je ne sais pas si c'est possible. Il va falloir s'y mettre. Et si on prenait rien que le cas français, il me semble qu'en 2027, on a même une élection présidentielle qui pourrait fausser un peu la donne. Bertrand Caligier, rapidement. Le projet SCAF, c'est vraiment l'exemple type du mariage forcé qui ne fonctionne pas. C'est un projet purement politique. D'ailleurs, le patron de Dassault Aviation, Éric Trappier, l'a dit, on est capable, nous, de faire un avion tout seul. Et donc, comment ça va se terminer, cette affaire ? Comme les politiques, et notamment Emmanuel Macron, ne veulent pas lâcher, eh bien, ça va se terminer par un projet qui va faire que probablement Dassault fera un avion tout seul et que l'environnement, parce que c'est le système de combat aérien du futur, c'est-à-dire qu'il intègre des drones, de l'intelligence artificielle, etc., il y a une grande partie qui sera faite en collaboration avec Airbus, mais que l'avion lui-même, très vraisemblablement, c'est en tout cas ce que disent les spécialistes, sera un avion français.